Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce séminaire consacré au mouvement polonais. Je suis Aurélien Colson et co-directeur du nouvel institut que l'ESSEC a lancé il y a quelques semaines, Institut Géopolitique et Business, qui a vocation à étudier pour nos étudiants, pour nos participants en formation permanente, toutes les interactions entre les soubresauts économiques et la vie économique, la vie de nos entreprises. Parmi nos activités, on a lancé une série de séminaires en ligne. On a eu un séminaire de lancement avec Enrico Letta, qui nous a parlé de son rapport Much More Than the Market. On a eu ensuite un séminaire sur les entreprises face aux sanctions économiques internationales. Celui-ci va nous parler d'un partenaire politique, économique très important en Europe et sur la scène internationale, la Pologne. Et je donne d'ores et déjà rendez-vous au 2 juillet, où nous aurons un séminaire sur les matériaux, pardon, les minerais stratégiques et les fameuses terres rares. On aura l'occasion de communiquer l'invitation en bonne et due forme le moment venu. Euh, pour le moment, je vais passer la parole à l'ambassadeur Daniel Joanneau, conseiller diplomatique dans notre équipe, en le remerciant beaucoup d'avoir été si précieux, avec également Vincent Baraillé, Jean-Marc Fenet, pour mettre en place ce séminaire qui nous amènera jusqu'à 19h30, en veillant à ce qu'on ait une partie de questions-réponses avec l'auditoire. La session est enregistrée pour permettre ensuite à celles et ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir de pouvoir le regarder par la suite. Si jamais vous n'êtes pas parfaitement francophone, vous avez maintenant sur ces systèmes Zoom la possibilité d'afficher en bas une traduction simultanée qui fonctionne à peu près. Et je vous rassure, le prochain séminaire donc sur les minerais stratégiques se fera en anglais. Voilà, un tout grand merci à vous et cher Daniel, très heureux de vous passer la parole. Merci Aurélien. La Pologne est en Europe certainement le pays qui a été le plus maltraité par l'histoire. La Pologne a joué un rôle pionnier dans la démolition de l'Empire soviétique et aujourd'hui, face à une résurgence de l'agressivité russe, la Pologne occupe une position centrale en Europe après avoir été considérée comme périphérique dans une Union européenne dont le centre de gravité était à l'ouest. La Pologne retrouve aujourd'hui son instinct, forgé par l'histoire, de rempart face aux assauts venus de l'Est. Elle en tire les conséquences en devenant la clé de voûte de la sécurité européenne, avec un effort d'armement colossal et une montée en puissance sur les terrains militaires aussi bien que diplomatiques, dans un contexte d'incertitude, de grande incertitude, sur la fiabilité des garanties de sécurité américaines. La Pologne, enfin, est portée par une économie dynamique qui joue pleinement son rôle central sur la scène européenne. Alors, pour traiter de ce sujet, nous avons fait appel à deux intervenants particulièrement légitimes, un Français et un Polonais. Le Français, c'est notre ancien ambassadeur à Varsovie, Pierre Buller, et le Polonais, c'est notre invité, et nous le remercions encore beaucoup d'être avec nous, Maciej Witucki. Je vais les présenter rapidement à tour de rôle. Pierre Buller, tu as exercé la profession de diplomate pendant 38 ans. Tu as été affecté à New York, à Washington. Tu as été ambassadeur à Singapour et nous saluons les amis du campus de l'ESSEC à Singapour. Et tu as servi à deux reprises en Pologne, au début de ta carrière, dans les années 1980, puis comme ambassadeur entre 2012 et 2016. Tu as présidé l'Institut français, qui est la tête de réseau de tous les instituts et centres culturels français à l'étranger. Tu as donc piloté et fédéré ce grand réseau. Tu as enseigné à la PSIA de Sciences Po et tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, l'histoire de la Pologne communiste
Autopsie d'une imposture, La puissance au XXIe siècle, les nouvelles définitions du monde, qui a obtenu le prix Anteios du meilleur livre de géopolitique. Et ce livre, La puissance au XXIe siècle, a fait l'objet de 3 rééditions et la dernière en livre de poche. Et puis tu viens de publier chez Talandier un essai historique et politique remarquable sur La Pologne, histoire d'une ambition, comprendre le moment polonais. Et enfin, tu publies régulièrement des articles et des tribunes dans Le Monde et dans Les Échos et dans d'autres publications. Monsieur le Président Maciej Witczewski, euh, vous êtes connecté depuis Varsovie, vous présidez depuis 2019 la Confédération Léviathan, qui est la plus grande organisation patronale de Pologne, l'équivalent polonais du MEDEF. Vous êtes ingénieur de formation, diplômé de l'Université technologique de Poznan et en France, diplômé de l'École centrale de Paris et de l'INSEAD. Vous avez fait toute votre carrière dans les filiales polonaises de grands groupes français, d'abord chez BNP Paribas, puis à partir de 2006 chez Orange, Orange Polska. Vous présidez Orange Polska et depuis 2013, vous présidez le conseil de surveillance de ce très grand groupe franco-polonais. Parallèlement, vous présidez, et c'est assez logique, vous présidez la Chambre de commerce et d'industrie franco-polonaise et vous avez aussi en Pologne des responsabilités au sein du Forum civique polonais, de la Fondation Bohusław Geremek et de l'US Atlantic Council. Vous êtes par conséquent l'un des meilleurs connaisseurs polonais de la relation avec la France et du rôle croissant de la Pologne sur la scène internationale. Donc, merci encore, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Pierre, est-ce que tu as la parole maintenant? Ah, ben, je Nous suis t'écoutons. prêt. Merci. Euh, Merci Daniel de cette présentation. Merci aussi d'avoir un peu déjà annoncé la couleur, si je puis dire, d'avoir proposé enfin, annoncé le plan de mon intervention. Donc, dans ce livre que tu as mentionné, Histoire Pologne, histoire d'une ambition, j'essaie de dégager de l'histoire longue de ce grand pays des lignes de force qui ont traversé son histoire et qui définissent ce qu'est la Pologne aujourd'hui, et des lignes de fuite, c'est-à-dire ce qui nous renvoie vers, disons, vers un avenir à court ou à moyen terme. Alors, dans les lignes de force, il y en a une qui nous intéresse particulièrement. Tu l'as d'ailleurs évoqué, Daniel, c'est cette image que la Pologne s'est toujours renvoyée à elle-même et au reste de l'Europe, c'est celle d'un rempart contre les assauts venus de l'Est, les Tatars et les Mongols au XIIIe siècle, puis les Ottomans, les Turcs, plusieurs siècles de suite, et enfin la Russie, les Russes dans leurs incarnations successives, tsaristes, soviétiques et désormais poutiniennes. Alors, euh, voilà pour la ligne de force qui nous intéresse, mais il y a dans les lignes de fuite, il y en a deux qui nous intéressent. D'abord, la première serait le retour de la Pologne dans le giron européen ensuite, là aussi, tu l'as mentionné, l'agression de l'Ukraine par la Russie en 2014 puis 2022 a fait de ce pays ce que j'appellerais une sorte d'État pivot aujourd'hui en Europe centrale et dans le cas d'une défaite de l'Ukraine, essentiellement ce qui serait la clé de voûte du système européen de sécurité face à une Russie toujours agressive. Alors, peut-être d'abord le retour de la Pologne dans le giron européen, après près d'un demi-siècle d'occupation soviétique et après 45 années exactement de ce que Milan Kundera a appelé un Occident kidnappé. Et on a assisté au basculement d'une société fière de sa prouesse étant la démolition du système communiste, enfin en tout cas le rôle de pionnier dans cette démolition, mais une Pologne, une société éprouvée également par des décennies de privation, basculement donc vers cet Occident non plus kidnappé, mais convoité vers sa culture,
à laquelle les Polonais ont toujours été attachés, ses valeurs et ses libertés. Alors, il y a eu d'abord, dès la sortie du communisme, une thérapie de choc qui a été administrée par un économiste brillant que Jean-Marc Fenet également connaît, l'échec Balcerovitch, cette thérapie de choc a certes engendré, en faisant voler en éclats les cadres très passablement, voire très vermoulu du système antérieur, a engendré un certain chaos avec des laissés pour compte, des dérives variées, des enrichissements suspects, concourant au retour au pouvoir des ex-communistes. Bon, ils ne sont pas restés, ils sont restés une décennie à peu près, pour être ensuite complètement écartés. Mais ces réformes ont aussi et surtout, je dirais, préparer le terrain d'une intégration dans l'économie européenne et dans l'ensemble européen, une sorte de clé de la prospérité à venir, grâce dès avant même l'adhésion à l'Union européenne, à son ouverture aux investissements étrangers, grâce donc, à une injection initiale massive de capitaux privés européens. Et, un des exemples, c'est, tu as mentionné dans la carrière de Maciej, la BNP et Orange, c'est quand même des acteurs extrêmement importants de la français, donc de la jeune économie privée polonaise après la fin du communisme. Grâce aussi à une forte compétitivité coût, la Pologne s'est très rapidement intégrée dans les chaînes de valeur, notamment celle de l'industrie allemande, hein, qui absorbe quand même, enfin l'Allemagne absorbe environ aujourd'hui 30% des exportations polonaises. Et donc ça, c'était les premières années, les premières 15 années, si on peut dire, de la du post-communisme. L'adhésion à l'Union européenne en 2004 a permis une seconde injection de capitaux, enfin sous celle des fonds européens, hein. La Pologne est la première bénéficiaire en volume parmi les 10 États qui ont adhéré à l'Union, hein. L'injection est de l'ordre à peu près de 10 milliards d'euros par an durant toute la décennie qui a suivi l'adhésion, donc représentant, je parle sous le contrôle de Jean-Marc, entre 2 et 3% du PIB, transformant en profondeur, en continuant de transformer en profondeur l'économie comme la société. Et donc, cette Pologne s'est habilement insérée dans l'ensemble européen, faisant même quelquefois figure de bon élève de la classe européenne, avec un taux de chômage qui est tombé rapidement en dessous de 10%, un taux de croissance annuel de près de 4% sur cette même période, contrastant avec la moyenne européenne qui était de 1% à peine à ce moment-là, et moyennant quoi le PIB par habitant, alors qu'il n'était que de euh, 25% de la moyenne européenne en 2004, hein, en termes monétaires, là, pas en parité de pouvoir d'achat, mais on passe de 25% de la moyenne européenne à 39% 10 ans plus tard. Donc une belle performance et une belle progression. Aujourd'hui, quelle est la situation? 36 ans après la sortie du communisme, la Pologne peut s'enorgueillir d'une main-d'œuvre qualifiée et industrieuse, hein, je suis sûr que Maciej nous parlera mieux que moi, d'un taux de chômage inférieur à 3%, une agriculture modernisée, des infrastructures bon, que parfois plus à l'ouest on peut légitimement envier, d'une offre de services également compétitive et d'une forte attractivité pour l'investissement étranger, hein, attractivité dont des secteurs industriels français, notamment de lignes blanches, ont parfois fait les frais sous forme de délocalisation. On a vu ça assez souvent dans la presse. Et donc, grâce à des taux de croissance toujours supérieurs à la moyenne européenne, aujourd'hui ils sont de 3% en moyenne par an, la Pologne a rattrapé le peloton européen et donc en parité de pouvoir d'achat, la Pologne est à 80% de la moyenne européenne et elle s'est également hissée du neuvième rang des PIB en valeur absolue, du neuvième rang au sixième rang des PIB de l'Union européenne, devançant désormais la Suède.
Alors, ces performances ont été atteintes, il faut quand même le souligner, sans fuite en avant dans l'endettement public. L'endettement public dont le niveau, qui est de l'ordre d'à peine 50%, enfin en tout cas inférieur à 60% du PIB, ce niveau laisse au pays qui n'appartient pas à la zone euro, enfin je vois pas de, j'en induis pas une relation de cause à effet, mais enfin laisse à la Pologne une marge confortable dans le financement de ses déficits et des déficits qui sont aujourd'hui requis pour notamment les dépenses de défense. Alors, de temps en temps, on voit des articles dithyrambiques dans les médias sur la Pologne, la grande puissance économique de l'Europe. Il faut quand même remettre les choses à leur juste, ramener les choses à leur juste échelle, hein. Le PIB en valeur absolue en 2024 de la Pologne était de l'ordre de 840 milliards d'euros. C'est un peu plus du quart du PIB français et c'est encore moins du cinquième du PIB allemand. J'ajoute que ces performances polonaises qui sont réelles, hein, cachent également quelques faiblesses, hein, comme la dépendance envers la trop grande dépendance envers des technologies importées et du capital étranger, un manque d'investissement dans la recherche et développement et donc dans l'innovation, hein. L'investissement en R&D civil a progressé, mais en 2023, il n'était toujours que de 1,5% du PIB, ce qui est en deçà de la moyenne de l'Union européenne de 2,25% et moitié moins que les pays d'Europe du Nord. Un autre indice, on est la faiblesse d'accès. On est à 1,5% de l'ensemble européen, 1,5% de faiblesse du taux d'accès de la Pologne au fonds Horizon 2020 de soutien à la recherche et à l'innovation. Alors ça s'est un peu amélioré, mais enfin, on n'est toujours pas dans le haut du spectre européen. Il faut y ajouter aussi un vieillissement démographique, hein, bon, que connaît toute l'Europe, mais la fécondité en Pologne est faible, bon, parmi les plus faibles. Et aussi, ce qu'on mentionne moins souvent, l'émigration de main-d'œuvre qualifiée également. La Pologne se vide aussi, enfin, comme d'autres pays d'ailleurs, de main-d'œuvre qualifiée. Et qui plus est, la perspective de l'élargissement de l'Union européenne et la prospérité qu'on voit quand même continuer de se développer de la Pologne ça concourt à tarir, en tout cas à fermer le robinet des fonds européens dont la Pologne a été un des principaux États membres bénéficiaires. Et j'ai trouvé ça même dans la littérature économique en Pologne. Ce sont là des facteurs qui pourraient retenir, si on y prend garde, retenir la Pologne ou enfermer la Pologne dans ce qu'on appelle le piège du revenu intermédiaire. Mais bon, quand même à l'actif de la Pologne, en tout cas au terme de ces 8 années, de 8 années d'une relation contentieuse, très contentieuse du gouvernement droit et justice, là, le PiS, avec l'Union européenne et ses institutions, la Pologne est revenue fin 2023, je dirais, dans le périmètre de confiance de l'ensemble européen avec bon, l'arrivée aux affaires du Premier ministre Donald Tusk, première personnalité d'Europe centrale à se voir confier le poste tout de même assez, enfin, très prestigieux de président du Conseil européen, poste qu'il a tenu de 2014 à 2019. Puis il a été de 2019 à 2022 président du PPE, du Parti populaire européen. C'est un familier de l'écosystème européen dont il connaît parfaitement les arcanes, où il s'est constitué un solide réseau de relations. Et précisément cette relation de confiance rétablie avec les institutions de l'Union européenne et sans doute aussi une relation très privilégiée avec la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, a, euh, ce- tout ça a permis de débloquer les fonds. Il y avait quand même 82 milliards d'euros que la Commission avait jusque-là retenus pour non-respect des injonctions qui avaient été adressées à la Pologne lorsqu'elle était gouvernée par le PiS, pour que bah, le gouvernement se conforme à ses obligations en matière d'état de droit.
J'ajoute un autre élément qui n'a pas été énormément remarqué, enfin peut-être ici en tout cas, ça l'a été en Pologne, euh, la- tout ce qu'a réussi la performance d'obtenir la nomination comme commissaire de son très très proche et brillant collaborateur, Piotr Sérafine, comme commissaire. euh, enfin, nommé par la Pologne commissaire du collège de la commission, et que ce sont là vraiment des atouts pour placer la Pologne au cœur de la gouvernance de l'Union européenne et bah, comme le portefeuille qui lui a été réservé est celui du budget, ce qui n'est pas anodin dans la galaxie européenne, c'est peut-être aussi un moyen de tenter, enfin d'essayer de retarder l'horizon du passage de la Pologne de son statut d'État récipiendaire net à celui de membre contributeur net. Voilà pour le retour dans le giron européen qui est clair, assumé et manifeste. Alors, la deuxième ligne de fuite que j'ai identifiée, c'est ce, cette, ces statuts de rempart, enfin de clé de voûte, d'état pivot en Europe centrale de la sécurité européenne et clé de voûte en cas de cette sécurité en cas de défaite d'Ukraine. Et là, à nouveau, la Pologne retrouve une fois de plus cet instinct qui est gravé dans la mémoire historique d'une nation qui estime aujourd'hui qu'avec l'agression de l'Ukraine par la Russie, bah, que la barbarie est à ses portes et menace à nouveau non seulement la Pologne, mais l'ensemble de l'Europe. Et les Polonais qui ont connu, qui ont souffert, enfin, vécu dans leur chair et dans leur mémoire aussi, les procédés, la nature impériale et prédatrice de la Russie, l'avaient vu venir hein, euh, dès la libération du joug communiste, le gouvernement donc, de Mazowiecki et bon, Valéza, quand il a été élu président, s'est lancé dans une campagne extrêmement insistante pour rejoindre, c'était le cas également des pays baltes, pour rejoindre aussi vite que possible l'OTAN, l'Alliance Atlantique, et il y a un épisode mémorable dans lequel, en septembre 1993, Valéza, donc président, a reçu son homologue russe, président Yeltsin. Ils ont passé une nuit entière à parler, à discuter. Et Valéza a insisté beaucoup pour qu'il y ait une déclaration officielle de Yeltsin et faisant état d'un nihil obstat de la Russie à une adhésion de la Pologne à l'OTAN. Et bon, cette soirée, enfin cette nuit de négociation et de tractation est restée célèbre parce que les deux ont abondamment bu pendant la nuit, sauf que Valéza buvait du thé et pas exactement ce que buvait Yeltsin. Et donc, l'entourage de la délégation de Yeltsin a essayé, a fait tout ce qu'elle pouvait pour empêcher une mention de ce nihil obstat à l'adhésion à l'OTAN sans succès, et c'est resté le lendemain matin dans la déclaration conjointe. Et donc, ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant toutes ces années, toutes ces décennies, même la pensée dominante en Europe occidentale a longtemps renvoyé dans les cordes et les Polonais et les Baltes en les taxant de russophobie, alors en réalité, ils avaient eu raison avant tout le monde. Et d'ailleurs, le président Macron l'a reconnu en 2023 dans une conférence à Bratislava, une conférence du GlobeSec, où il avait dit, bon, d'aucuns vous ont demandé de garder le silence, on aurait mieux fait de vous écouter. C'était une référence évidemment à, à une réflexion de Jacques Chirac qui voilà, avait suggéré que tous ces pays de l'Est qui avaient suivi les États-Unis, hein, c'était quand même de ça qu'il s'agissait, avaient manqué une occasion de se taire, qui est resté un peu en travers de la gorge de tous ces pays. Et donc, à partir de 2022, alors que bon, déjà,
l'alerte avait été forte dès 2014. La Pologne s'était beaucoup mobilisée, mais a été un peu restée à l'écart du groupe Normandie, mais l'agression de l'Ukraine par la Russie a déclenché très rapidement un effort colossal d'armement et aussi de la part de la Pologne une volonté de leadership vis-à-vis de tous les pays de la ligne de front concernés par cette menace russe devenue extrêmement proche et prégnante et manifeste. Et donc là, il se trouve que la présidence du Conseil, des conseils européens, des conseils des ministres européens qu'assume la Pologne pendant tout le semestre en cours, a fourni un tremplin à la Pologne pour mettre la question de la sécurité et de la défense au cœur du débat, avec un programme qui se résume d'ailleurs en deux mots, là, qui claque un peu comme un slogan, Sécurité Europe. Point d'exclamation. C'est voilà, c'est comme ça qu'est intitulé le programme de la présidence polonaise, décliné dans toutes ses dimensions militaires, bien sûr, mais aussi énergétiques, informationnelles, sanitaires, alimentaires, etc., sans aucune d'ailleurs référence ni à la souveraineté, ni à l'autonomie stratégique qui figurait en majesté dans notre programme pour notre présidence européenne il y a 3 ans. Ben, il est vrai aussi que la situation a changé, notamment du fait de la guerre, cette guerre déclenchée en février 2022 qui a justifié cette note grave par laquelle s'ouvre le programme polonais. Je cite, la Pologne prend la présidence du Conseil de l'Union dans un contexte d'incertitude et d'inquiétude. Fin de citation. Et donc, je dirais que, outre la guerre qui fait ravage à ses frontières, ce que cite ce programme, ce sont les autres menaces qui pèsent sur l'Union, qui sont donc multiformes et de nature hybride, comme la désinformation, l'ingérence ou l'instrumentalisation de l'immigration. J'y reviendrai dans un instant. Mais c'est surtout le contexte du séisme trumpiste et de ses répliques qui dessine le nouveau paysage européen de sécurité. Alors, certes, on a entendu, on a assisté à des proclamations, enfin, des velléités d'autonomie et des proclamations dans ce sens des dirigeants polonais. Un peu quelques jours avant l'élection aux États-Unis, Donald Tusk, qui était un peu bravache, mettait le message suivant sur le réseau social X. Certains prétendent que le futur de l'Europe dépend des élections américaines, alors qu'il dépend avant tout de nous, à condition que l'Europe devienne adulte et croie en sa propre force. Quel que soit le résultat, l'ère de l'externalisation géopolitique est révolue. On verra, ça a un peu évolué. Ce volontarisme pro-européen avait à l'époque fait impression. Il avait été interprété comme une intention de Varsovie d'envisager un rôle renforcé pour l'Europe de la défense, mais j'ai constaté, enfin je vois que la prudence est de nouveau de règle et tout ce qu'a déclaré il y a quelques jours, je sais plus, c'était peut-être aussi un tweet sur le réseau social, il ne peut y avoir de place pour une alternative, soit l'Union européenne, soit les États-Unis. Car la musique, on pourrait presque dire la cacophonie en provenance de Washington, inquiète fortement et déstabilise même une Pologne qui a été historiquement tournée vers les États-Unis. Bon, il se trouve qu'en subordonnant la protection américaine au niveau de dépenses, des dépenses de défense de chaque État allié, et en menaçant de retirer les États-Unis de l'OTAN si les alliés ne payaient pas leur dû, hein, comme c'était son expression, Donald Trump a en quelque sorte désacralisé l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, un traité dont le postulat d'automaticité est perçu comme le fondement de son effet dissuasif. Qui plus est, les rodomontades de Trump sur sa prétendue capacité à mettre fin en l'espace de 24 heures à la guerre de la Russie à l'Ukraine
mais redemontade suivie de tergiversations dont nous sommes aujourd'hui les témoins, enfin, en tout cas depuis un mois. Tout ça a été interprété en Pologne comme la perspective, en tout cas le risque d'un processus cessez-le-feu suivi de négociations, mais dans un rapport de force préjudiciable à l'Ukraine, ce que les Polonais craignent, comme bien d'autres d'ailleurs en Europe. Bon, il y a aussi, quand même, il faut le mentionner, puisqu'on parle d'économie, hein, des annonces de mesures protectionnistes, notamment sous forme de tarifs douaniers, hein, qui pénaliseraient de manière différentielle les alliés européens dans leurs exportations vers les États-Unis, bah, sont également perçus comme des facteurs de division des Européens et de risque aussi de bilatéralisation des relations avec Washington, qui se ferait évidemment au détriment de la cohésion de l'Union. Mais pour revenir pardon, à l'Ukraine, je dirais que la Pologne a été dès février 2022, avait fait preuve d'une solidarité immédiate, hein, très spontanée avec le- l'Ukraine, donc le pays agressé, sous forme notamment d'accueil de réfugiés, mais aussi de livraison d'armement et de mise à disposition de son territoire comme nœud de transit pour toute l'aide militaire destinée à l'Ukraine. Et même, donc, à l'époque, c'était le parti PiS qui était aux affaires, qui a, dans les semaines qui ont suivi, hein, voté une loi sur la défense de la patrie et qui prévoyait un effort d'armement véritablement colossal avec des achats massifs d'équipements. Et ça s'est traduit en l'espace de 2 ans par un quasi-doublement de ces dépenses de défense qui sont passées de 2,2% à 4, en 2 ans à 4,1%. Et le gouvernement suivant, donc Donald Tusk, a encore voulu accroître cette proportion en annonçant un niveau de 4,7% du PIB pour bah, les dépôts de l'année en cours, en 2025, et ce qui en fait le premier en proportion allié, enfin en termes de dépenses de défense rapportées au PIB, le premier de loin des alliés de l'OTAN. Et même en valeur absolue, euh, la Pologne peut s'enorgueillir du quatrième budget militaire en Europe des alliés européens dépassant depuis 2024 de peu, mais enfin dépassant quand même en valeur absolue, s'entend, l'Italie, qui est très en dessous de 2% de son PIB. Et la Pologne est également en tête pour la proportion des acquisitions d'armement dans ses dépenses. Là, on est à plus de 50%, alors que l'objectif retenu par l'Alliance est quand même n'est que de 20%. Là, la Pologne est à 50%, ce qui explique effectivement qu'on puisse passer de 2 à 4%. Je veux dire, ça ne serait pas par des recrutements de personnel. Ça, c'est essentiellement des armements, mais ces armements se trouvent être d'origine extra-européenne. En 2024, la commande était il y avait une trentaine d'avions américains, des F-35, hein, 48 batteries de missiles Patriot, 96 hélicoptères d'attaque Apache, 366 chars Abrams, auxquels s'ajoute un millier de chars de Corée du Sud. Donc, excusez du peu, mais c'est quand même assez pharaonique. Quand les effectifs des militaires d'actifs dépassent maintenant 200 000, c'est autant que la France, à peu près le même niveau que la France, et plus que l'Allemagne, avec une trajectoire qui doit les emmener à 300 000 en 2035. Alors, certes, on peut penser que cette montée en puissance rapide posera des difficultés de recrutement, de formation, mais bon, je ne il ne fait aucun doute à mes yeux que le volontarisme et l'esprit de défense qui règne aujourd'hui en Pologne, Maciej pourra, là je parle sous le contrôle de Maciej, permettront de gérer cette montée en puissance accélérée. Il y a un autre sujet qui peut aussi se poser, c'est les conditions qui s'attachent, les contraintes qui s'attachent à l'utilisation des armements américains peuvent se révéler également problématiques, même s'il est vrai que cette dimension n'est pas spécifique à la Pologne.
en appelant à la conscience largement partagée en Pologne que les malheurs passés de la nation sont imputables à sa faiblesse militaire et à son isolement, Tusk a exhorté durant l'été 2024 a exhorté ses concitoyens à conjurer cette double malédiction. Et je le cite, parce que c'est, je pense que c'est une citation, ça exprime bien l'état d'esprit des Polonais aujourd'hui. Plus jamais de solitude. Il ne peut plus arriver que la Pologne doive faire face seule à l'agression de tel ou tel voisin. Et plus jamais de faiblesse. C'est pourquoi nous construisons l'armée la plus moderne d'Europe, l'une des plus fortes d'Europe, afin de ne plus jamais mettre en danger l'existence de notre patrie. Alors j'ajoute que, outre le plan de montée en puissance de l'armée, il y a un autre projet qui est le déploiement d'un ensemble de systèmes défensifs qui s'appelle le bouclier Est, dans le nord-est de la Pologne, donc face à l'exclave de Kaliningrad, russe, et de la Biélorussie. C'est quand même une frontière de 800 kilomètres, hein. Et donc, avec différents dispositifs anti-chars, des tranchées, des champs de mines, des chevaux de frise, que sais-je encore, euh, et également probablement des mines antipersonnelles, car la Pologne a, comme les Pays-Baltes, annoncé son intention de dénoncer la Convention d'Ottawa qui interdit les mines antipersonnelles, par lesquelles les signataires s'interdisent la production et l'acquisition ou le déploiement de mines antipersonnelles. Aussi, j'y ai fait allusion brièvement un peu plus tôt, la militarisation de la frontière avec la Biélorussie, qui arsenalise, comme on dit, cette frontière pour acheminer des migrants vers l'espace Schengen, hein, où à l'automne, c'était 100 tentatives de franchissement quotidiennes. Euh, et, euh, et donc, après avoir annoncé également en automne qu'elle suspendait ses obligations au titre du pacte européen sur l'asile et la migration, la Pologne s'est vue accorder par la Commission européenne, là aussi je pense que l'excellente relation avec Madame von der Leyen a joué, une dérogation temporaire justifiée par le risque que font peser ces menaces hybrides sur la sécurité de l'Union. Mais bon, et pour autant, le poids démographique et économique de la Pologne, son esprit de défense, comme je le mentionnais, mais surtout sa place sur la carte de l'Europe, font de la Pologne l'acteur, je pense, désormais central et le plus à même de faire face directement à cette menace existentielle pour l'Europe que constitue l'objectif stratégique de la Russie, qui est de réviser l'ordre international et de restaurer les sphères d'influence du passé. C'est une citation que j'ai extraite du programme polonais sa présidence européenne. Alors, à ce dispositif militaire dans lequel voilà, que j'ai essayé d'exposer quand même assez en détail, qui est en cours de déploiement, il y a un volet diplomatique qui s'ajoute. C'est une stratégie de partenariat tous azimuts, parce que pendant tout l'automne 2024, Donald Tusk était à la manœuvre pour mobiliser, outre l'OTAN et l'Union européenne, les partenaires européens, notamment le, le Royaume-Uni, dans le soutien à l'Ukraine, hein. Et Tusk a également participé pour la première fois fin novembre au Conseil de coopération entre États nordiques et baltiques, le NB8, euh, a reçu le président de la République française à Varsovie en décembre, activisme également sur d'autres fronts entre États affinitaires, en format Weimar plus avec différents pays européens. Et bon, il y a eu un moment d'aubasse avec l'Allemagne, d'aubasse qui dont la fin attend la nouvelle coalition gouvernementale avec un futur chancelier Merz qui sera quand même beaucoup plus ouvert sur le sujet défense européenne, soutien à l'Ukraine. Et on a entendu également tout ce que évoquer appeler de ses voeux aussi l'ouverture d'un dialogue, comme l'avait fait Merz d'ailleurs, l'ouverture de discussions sur la dissuasion nucléaire française, et il a même agité
l'hypothèse d'une dissuasion, si rien, si c'était la seule dernière, en dernière instance, en dernier ressort, l'hypothèse d'une dissuasion nucléaire proprement nationale polonaise. J'ajoute quand même qu'il y a la Pologne ne néglige pas pour autant la relation, malgré le choc, la sidération qui est éprouvée à Varsovie, il continue quand même de cultiver la relation bilatérale avec les États-Unis. États-Unis qui déploient aujourd'hui un dispositif militaire de quelques 11 000 hommes en Pologne, sur une dizaine de sites dans le pays, avec, bon, coordonnés par une base permanente d'ailleurs, que le PiS voulait baptiser Fort Trump, mais enfin, les Américains, le Pentagone n'y était pas très favorable. Ça s'appelle aujourd'hui le camp Kosciuszko, dans la région de Poznan. Et bon, ils espèrent bien que dans le pire des cas, bah, qu'il restera toujours une sorte d'élément américain, chèvre au piqué, pour protéger la Pologne. J'ajoute que ces formats ad hoc là, qui se multiplient, ces géométries variables, ont aussi pour objet, enfin c'est pas proprement polonais, mais ont pour objet de mobiliser les pays européens enclins à apporter leur soutien à l'Ukraine, mais aussi de contourner les blocages possibles de toutes les décisions importantes au sein de l'Union par des pays plus proches des vues de la Russie, comme bah, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, la Hongrie, la Slovaquie ou la Bulgarie. Mais je dirais que la Pologne se pose aussi en chef de file en Europe centrale de la résistance, et notamment sur la ligne de front de la résistance à une Russie dont elle perçoit mieux que d'autres, enfin à l'Ouest, les objectifs, la stratégie et la tactique. Et quand je dis ces lignes, pays de la ligne de front, euh, je pense à tous ceux qui ont été soit amputés, soit occupés pendant notamment partagés ou liquidés par le pacte Molotov-Ribbentrop la Pologne et les trois pays baltes, ou amputés comme la Finlande et la Roumanie, et des pays où la hantise de la disparition ou de la perte d'indépendance reste gravée dans les mémoires collectives. Alors là, je vais vite conclure. Daniel, tu l'as évoqué, et la Pologne a été longtemps, trop longtemps tenue en lisière dans une sorte de position périphérique par rapport au centre de gravité de l'Europe, avec une sorte de condescendance de la part de l'Europe de l'Ouest qui a perdu envers toute la région. Aujourd'hui, la centralité géographique et aussi géopolitique de la Pologne, sa vocation donc de rempart, sa stature d'acteur désormais incontournable et la permanence probable de ce voisinage tendu avec la Russie, plus la présence d'une équipe gouvernementale très pro-européenne, ce sont tous les atouts qui, conjointement, définissent ce que j'ai appelé le moment polonais au sein de l'Europe, et ce qui fait que la Pologne est entrée en quelque sorte dans la cour des grands. Euh, un autre élément quand même qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est qu'après avoir été mise en minorité en 2023 par une forme de front républicain, monté par Donald Tusk, le national-populisme reste en embuscade, hein. Il y a des élections dans 6 semaines présidentielles qui sont un enjeu majeur. Euh, euh, Rien n'est vraiment certain. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une montée dans les sondages euh, de- d'un, du candidat d'un parti encore plus extrémiste, plus radical que le PiS, qui s'appelle Confédération. Donc son candidat est plus charismatique que celui du PiS. Et il vient dans les sondages de le dépasser. Et il ferait même mieux que lui au deuxième tour face au candidat du camp de Tusk. On sent, alors je ne sais pas comment ça peut s'expliquer de façon différente, hein, peut-être par son charisme, mais aussi certainement, comme ce parti est très, très libertaire, un- beaucoup plus, disons, plus proche d'une idéologie Trump, Vance, Elon Musk, on peut peut-être, en tout cas, formuler l'hypothèse que cette idéologie trouve une cristallisation, trouve une résonance forte, non négligeable en Europe et notamment auprès des jeunes générations.
Et enfin, l'inconnue relative au couplage de sécurité transatlantique. Il se trouve que bon, après avoir eu pendant des décennies les yeux de Chimène pour les États-Unis, euh, le moment polonais est aussi pour la Pologne le moment du dégrisement. Ils sentent le sol se dérober sous leurs pieds et bon, ils sont un peu aussi dans l'attentisme comme beaucoup d'autres Européens. Voilà, j'ai terminé en espérant que j'ai tenu le temps qui m'était imparti, que tu m'avais imparti, Daniel. Oui, tout à fait. Merci infiniment, Pierre, pour ton éclairage très riche, très intéressant, très utile. Et maintenant, nous allons écouter Mathieu Witczewski. Monsieur le Président, vous avez la parole. Alors, s'il y avait à donner un exemple d'examen pour la nationalité d'honneur en Pologne, je pense que Pierre a tout à fait passé cet examen maintenant. Donc, une cérémonie à la fin de cette école. Donc, je ne peux que d'ajouter quelques commentaires parce qu'effectivement, l'essentiel est dit et je suis complètement à votre disposition pour les questions par la suite parce que je pense que de nouveau, l'essentiel a été dit. Je préside l'équivalent du MEDEF, donc c'est essentiellement les entreprises privées polonaises. On a passé, moi je suis en tête de l'organisation depuis 6 ans, donc j'avais quand même vécu 4 années de régime Kaczynski, droit et justice, qui était tout sauf le nom de ce parti-là, donc avec un gouvernement qui effectivement avait sa politique très dure, qui supportait moyennement le criticisme extérieur, donc j'en ai payé un prix en passant 48 heures en prison arrêté au milieu d'une conférence annuelle de 1600 membres à 6 heures du matin dans l'hôtel de la conférence avec la télé publique à la porte de ma chambre. Donc, c'est juste pour montrer les méthodes de l'équipe précédente. Donc, j'ai vu cette révolution polonaise, ce moment polonais naître dans les 2 dernières années. Et je dirais effectivement, pour relayer un peu, parce que je barrais quasiment tous mes points de mon discours, donc pour revenir à cette notion de rempart, donc oui, la Pologne, je pense que c'est un élément de moment polonais où la Pologne, de nouveau, sert de symbole. D'ailleurs, nous aimons beaucoup ça, l'élément messianique est très présent dans notre histoire. Donc, la Pologne a servi, et nous sommes en plus gérés par des historiens, donc moi représentant la minorité d'ingénieurs, il faut que je le souligne. Mais donc, pour revenir à ce symbole, donc la Pologne a été un rempart, donc effectivement, qui aujourd'hui est utilisé, je pense que c'est utilisé à l'intérieur de l'Union européenne, comme un rempart qui a prouvé qu'on peut arrêter le populisme, parce que 2 tiers des Polonais sont allés voter en automne 2023 et ils sont allés voter contre, dans la grande partie, contre les intérêts particuliers économiques. Normalement, on vote, c'est très bien pour le jeu et pour les pains, les Polonais ont voté pour les valeurs. Parce que sous le régime populiste précédent, ils auraient eu sûrement encore plus d'aide sociale, encore plus de facilités sociale, encore plus de la distribution des biens publics vers la population, ils ont quand même choisi la démocratie. Ils ont quand même choisi donc nous avons quand même choisi la démocratie, nous avons choisi l'état de droit. Donc un exemple assez exceptionnel dans l'histoire de voter pour les valeurs, non pas pour l'intérêt immédiat d'un citoyen lambda. Deuxièmement, bien sûr, nous avons aussi fait rempart de l'agressivité russe, en étant le premier à appeler à la résistance, en supportant l'Ukraine. Alors, cette relation de l'Ukraine, rapidement, elle est quand même compliquée en Pologne. Donc, la Pologne était championne, et ça très clairement, nous avons tous eu, surtout des mamans ukrainiennes avec leurs enfants à la maison. Donc, ça franchement, chez moi, il n'y avait que 2 dames, mais il y avait des gens qui avaient 4, 5, 6 personnes qui habitaient chez eux. Nous avons quand même accueilli 1,5 million de personnes en quelques mois, donc un effort exceptionnel. Les relations polono-ukrainiennes, cependant, quand même un peu compliquées par l'histoire. Donc, même aujourd'hui, notre gouvernement tout à fait démocratique et libéral conditionne l'admission de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN par les règlements de nos différends concernant les massacres des minorités polonaises en fin de Seconde Guerre mondiale par des milicias ukrainiennes et des représailles de l'autre côté. Donc, on a quand même des différents politiques qui font que cette relation elle est très bonne. Il y a beaucoup d'effets des 2 dernières années, mais elle est quand même avec ces risques d'inflammation permanente. Et puis, deuxièmement, soyons quand même réalistes, les Ukrainiens étant eux-mêmes très réalistes, ils concentrent quand même leurs efforts sur le plus grand
provider de l'aide financière et militaire. Donc aujourd'hui, ils sont beaucoup plus concentrés sur Berlin, Bruxelles et Washington que sur Varsovie. Donc le fait que nous avons donné beaucoup émotionnellement et qu'aujourd'hui le jugement est porté sur les financiers et le militaire pur à dur, ben, ça frise un peu, ça froisse un peu notre ego polonais profond. Mais ceci dit, la Pologne est restée champion de la défense européenne. C'est vrai que nous dépensons beaucoup. Alors maintenant, la question des tailles de l'armée, juste pour me permettre, parce que l'ambassadeur ne pourrait pas le faire, mais moi, en qualité de Polonais, je peux quand même donner aussi un ou des chiffres. Certes, les 8 derniers, et c'est même pour moi-même, c'est étonnant, parce que les 8 années de régime Kaczynski ont été remplies de patriotisme et de discours souverainistes et de la défense de la Pologne et de l'éducation de la jeunesse dans le culte de nos ancêtres combattant les Allemands et les Russes. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, le Premier ministre Tusk a annoncé un programme d'entraînement massif de nos citoyens de tout âge, en commençant de 18 jusqu'à 60 ans. Un sondage rapidement préparé par un des journaux montre que 70% de jeunes à moins de 30 ans ne sont même pas intéressés par cet entraînement. Donc, quand on passe, certes, nous dépensons beaucoup à l'armement, à l'équipement. Donc, Pierre on a parlé. Mais je pense que pour être réaliste, l'Europe, la seule vraie défense européenne contre l'agression russe, c'est les 600 000 Cosaques. Et les 600 000 Cosaques, c'est vraiment notre intérêt de les avoir entraînés et bien armés, de les avoir plutôt de notre côté que de les avoir des côtés de nos potentiels agresseurs. Donc la Pologne fait ses efforts, elle achète beaucoup d'équipements, elle se modernise rapidement, mais l'armée, je pense que l'idée de la faire passer de 200, la maintenir déjà 200 000 avec la démographie qui est très faible, c'est déjà un énorme effort. Donc, certes, il y a des progrès et on fait des progrès. Il y a toutes les défenses passives que l'on développe en très bonne relation avec nos amis pays-baltes et notamment la Finlande, qui est aussi notre allié très fort dans ces domaines-là. Mais je pense que la réalité de la défense, au moins la défense classique, des chars, des canons, des avions, elle ne peut venir que de nos amis ukrainiens plutôt pas, d'un effort commun européen. Et je pense que cet effort commun européen, en tant que l'armée européenne n'était pas un sujet sous le régime Kaczynski, aujourd'hui, on est à 2 mois avant les élections, donc le Premier ministre Tusk va faire tout pour ne pas se faire exploser envers ses ennemis de l'opposition. Mais je pense qu'après, ce sujet de la défense commune, il viendra dans plus de dimensions que celle de concentrer les achats ou de concentrer les industries. Donc la Pologne aussi est un pays d'espoir économique parce que ça reste un pays quand même fortement libéral et ouvert. Donc notre jeunesse, elle s'occidentalise. Donc il y a de plus en plus d'attentes de work-life balance toutes ces notions modernes que nous n'avons pas connues, nous, il y a 25 ans, en travaillant de 7 heures du matin jusqu'à 23 heures sans se plaindre. Donc, mais ça reste comme un pays dans lequel, je vous rappelle, il y a 12 ans, ou 13 ou 10 ans même, 10 ans, quand le gouvernement Tusk, le premier gouvernement Tusk, votait le passage de l'âge de retraite de 60 à 65 ans, il y avait 0 manifestation dans les rues. Donc ça, c'est quand même important. Ça a un peu changé, mais c'est quand même un pays dans lequel l'économie peut être la première valeur. Et les gens comprennent encore, la population comprend encore que les dépenses sociales et les modèles sociaux, ça vient des taxes, et les taxes, ça vient des entreprises, ça vient de l'économie. L'argent ne vient pas d'une imprimante à l'Élysée ou d'une imprimante au siège de la Banque centrale polonaise. Donc ça, c'est côté important. Un autre exemple de notre libéralisme aujourd'hui, il y a plutôt un mois, le Premier ministre Tusk a nommé toute proportion gardée, Elon Musk polonais. Donc il y a un jeune entrepreneur milliardaire polonais de 45 ans, M. Grzowska, propriétaire notamment de Mondial Relais en France, qui a été nommé plénipotentiaire du Premier ministre Tusk pour la dérégulation accélérée. Donc, c'est un pays dans lequel on peut imaginer le Premier ministre aller publiquement demander à un milliardaire de l'aider à accélérer la dérégulation nécessaire en Pologne et voire même en Europe. Donc c'est un pays d'espoir, je dirais, de la diversité économique, pour la diversité économique européenne. Et c'est aussi un pays, il ne faut pas oublier,
un pays quand même largement pro-européen. Donc aujourd'hui, on a moins de 20% des Polonais qui seraient éventuellement tentés par la sortie de l'Union européenne. C'est un peu moins bon pour ce qui est l'acceptation de la zone d'entrée de la zone euro, parce que c'est même beaucoup moins bon, parce que 75% des Polonais ne veulent pas sortir, ne veulent pas rentrer dans la zone euro. Mais par exemple, 60% d'entrepreneurs veulent absolument rentrer dans la zone euro. Donc il y a quand même une grande différence, et cette différence-là, elle vient de 8 années de propagande de régime précédent. Mais la nation, elle est pro-européenne et dans le top des statistiques des nations pro-européennes. C'est un pays qui a quand même très bien dépensé vos taxes. Donc, quand Pierre parle de l'aide européenne pour la Pologne, de ces milliards d'euros qui sont arrivés en Pologne, ces milliards, on les voit dans le rue de la Pologne. On ne le voit pas dans les villas des dirigeants, ni dans le compte suisse des dirigeants, avec tout respect pour la Suisse, mais on les voit dans les rues de Varsovie, on les voit dans les routes, dans les petites campagnes polonaises. Donc, quand vous visitez aujourd'hui ce qui était le synonyme de la Pologne pauvre, qui est l'Est de la Pologne, franchement, ça a 20 ans, 30 ans d'avantage par rapport à l'Est de la Slovaquie ou l'Est de la Hongrie, sachant que la Hongrie, sous le régime communiste, est un pays moderne comparé à la Pologne. Maintenant, cette Pologne en Europe. Donc, cette Pologne en Europe, premièrement, on a de la chance qu'elle n'a pas une excellente relation avec Washington aujourd'hui, ce qui est très bien. Parce que quand la Pologne a une très bonne relation avec Washington, ce qui était le cas sous le premier Trump, ben, elle se vassalise trop facilement. Donc, déjà à l'époque du premier Trump, elle a participé à ce qu'on appelait l'initiative des trois mers, qui était de lier une initiative un peu à un sous-marin américain anti-européen entre la Baltique, l'Adriatique et la mer Noire. Aujourd'hui, c'est impensable. On comprend que la sécurité vient des États-Unis, mais comme Premier ministre Tusk, il n'a pas eu la bonne relation personnelle avec Trump. Donc, je pense qu'étant réaliste, il sait que cette relation ne sera jamais excellente. Ben, je pense que ça les pousse, et c'est très bien pour nous, vers encore plus des relations européennes. Donc, le fait qu'on ne soit pas, quelque part, les copinages avec Washington est aujourd'hui cédé plus à Rome, et à Mme Meloni, ben ça pousse la Pologne plus vers Bruxelles, et j'espère que c'est bon pour les deux côtés. Donc la Pologne, dans cet engagement, excellente relation entre Tusk et Merz, donc de nouveau, historiquement, aujourd'hui, parfois je dis qu'on a la Pologne, la jeune dynamique libérale, quelque part optimiste, pas être trop longtemps dans le rouage bruxellois. Donc vous avez la Pologne optimiste, vous avez l'Allemagne qui est quand même riche, vous avez la France qui a tout l'appareil intellectuel pour former ou proposer des nouvelles solutions structurelles, et vous avez l'Italie avec sa relation avec Washington. Donc, il y a quand même un bon fit. À tout cela s'ajoute excellente relation personnelle entre M. Tusk et Mme von der Leyen. Et pour citer une petite anecdote sans donner de nom, j'ai vu il y a un mois un ministre français qui me dit, écoute, c'est assez incroyable et assez nouveau. Quand je vois von der Leyen pour lui présenter une idée, la première chose qu'elle me dit, est-ce que tu as déjà vu ça avec les Polonais? Parce que sinon, vois ça et puis il irait bien me voir après. Donc ça demande quand même le changement incroyable par rapport à ce qui existait pendant les années précédentes. Et donc la Pologne aujourd'hui, qui est championne de dérégulation et de la compétitivité européenne. Donc, quand on parle des programmes européens de gouvernement actuel, ce programme a été composé de 7 déclinations du mot sécurité. Donc, sur papier, c'est sécurité dans cette déclination santé, nourriture, défense, bien sûr, énergie, etc. Mais comme vous entendez le discours de M. Tusk à Strasbourg, il a parlé que de la compétitivité et des régulations. Donc, ça annule pas les 7 sécurités, mais ça montre quand même l'ambition de Premier ministre polonais, c'est être le champion de la compétitivité et de la réindustrialisation européenne. Et je participe aujourd'hui dans les travaux d'une mini-commission qui travaille avec le Premier ministre, notre milliardaire polonais, M. Brzostka, et donc les membres des entreprises. Quand j'avais posé la question la semaine dernière dans la réunion à M. Tusk, mais qu'est-ce qu'on fait à la fin de la présidence polonaise? Il part tout de suite dans l'idée, je vous mets dans mon avion, on va ensemble voir la première ministre de Danemark pour travailler ensemble à ce que cette idée de dérégulation continue à la nouvelle présidence européenne. Donc, effectivement, M. Tusk personnellement et la Pologne va pousser très fortement vers les idées de la compétitivité européenne. Bien sûr, il y a des petits bémols. Donc, la France et la Pologne sont les deux pays qui s'opposent farouchement contre le traité avec Mercosur. Mais ça, c'est un très bon exemple, c'est qu'on a deux politiques qui ne veulent pas que leur siège
celui d'Élysée étant beaucoup plus joli que le siège du Premier ministre polonais, mais soit quand même brûlé ou démoli par les paysans. Donc moi, mon attente, c'est que j'attends pas à ce qu'officiellement le Premier ministre Tusk soit, comme avec la France, nous sommes les meilleurs, les plus grands bénéficiaires de la politique agricole commune. J'attends pas à ce que M. Tusk aille en première ligne appuyer les Mercosur. Moi, ce que j'attends de lui, c'est la solution Orban. Ça veut dire qu'au moment du vote, Tusk et Macron iront saupoudrer leur nez dans le men's room à Bruxelles, et quand ils reviendront, ils vont être surpris que les autres dirigeants ont voté le Mercosur. Ça, c'est le maximum que j'attends au nom du business polonais. Donc, il y a des petits sujets comme ça. Donc, Mercosur, on a un. Mais généralement, aujourd'hui, la Pologne, elle joue le jeu européen, elle joue le jeu dans la cour des grandes puissances européennes, et elle joue la compétitivité européenne, sachant que pour la défense, nous sommes tous réalistes, on ne peut pas changer tout de suite et on ne va pas changer, je dirais, notre première ligne qui est la ligne américaine, parce qu'il n'y a pas de remplacement immédiat. Maintenant, le challenge, pour terminer, mais c'est quoi la difficulté? Ben, la première difficulté chez nous, c'est l'énergie. Parce qu'effectivement, quand vous regardez les applications disponibles sur Internet, l'émission de CO2 par kilowatt en Pologne, elle est 40% plus grande qu'en Allemagne. Donc, notre objectif dans 20 ans, c'est atteindre le niveau d'Allemagne d'aujourd'hui, ce qui est quand même moyen. Et elle est surtout 30 fois plus élevée que celle de France. Donc ça, effectivement, la couleur de notre énergie et quelque part aussi sa disponibilité, parce que les blocs à charbon, on ne peut plus investir dedans. Donc, certains d'entre eux vont se décomposer d'ici 6 à 8 ans. Et le fait que nos programmes nucléaires soient en retard, ben, ça pose un grand problème pour les investisseurs en termes, parce que non seulement il y a la couleur d'énergie, mais il y a même la question de la disponibilité de cette base load qui est compliquée. Donc, il y a un projet américain qui est signé, mais qui a été signé sur les genoux, ou plutôt à genoux, sur le genou de Trump et à genoux par la Pologne. Donc, c'est un projet qui est tellement mal ficelé qu'aujourd'hui, le gouvernement et d'ailleurs les partenaires américains n'arrivent pas à l'opérationnaliser correctement. Donc, ça prend du délai et c'est dommage parce qu'on a besoin que ces projets partent pour qu'éventuellement, il y ait une suite possible par un projet européen, voire français derrière. Donc, ça, énergie, il faut absolument que ça accélère. Deuxièmement, et Pierre en a parlé, la démographie qui est dans le plus basse d'Europe. Donc, aujourd'hui, on est au-dessous de 1,2 enfants par femme. Donc, on est aujourd'hui aidé encore par cette arrivée de 1,5 million d'Ukrainiens, et 1 million d'Ukrainiennes avec un demi-million d'enfants. Mais ces gens-là, en partie, vont quitter les pays. Donc là, un grand problème démographique qui est aussi un problème pour la défense nationale. Et puis, le dernier point pour moi, c'est l'étatisme et la faiblesse de la fonction publique. Parce que je sais que nous ne sommes pas. C'est peut-être la bonne adresse pour critiquer l'ENA. La France, quand elle se plaigne de surplus d'énarques, je réponds à chaque fois, si vraiment c'est le cas, envoyez-en quelques milliers en Pologne. Donc, si vous avez raison, moi je vous confirme, les deux pays vont se porter mieux. On a besoin, je dirais, et Pierre l'a vu pendant ses services, la fonction publique polonaise, elle est trop faible, elle n'est pas assez bien payée, elle n'est pas assez instruite, elle est trop politisée. Donc, du coup, il est difficile de mener des réformes et de mener des projets d'État ambitieux, sachant qu'en même temps, la Pologne a dans le plus grand taux des pays OCDE de participation d'État dans l'économie. Donc, aujourd'hui, 15% de PIB polonais est produit par des entreprises contrôlées par l'État. 40% de la bourse de Varsovie, d'index de bourse de Varsovie, c'est des entreprises contrôlées par l'État. Et là, effectivement, ça freine l'innovation. La défense est quasi monopolisée par l'État. Et donc, ça évolue. Donc, il y a 6 mois, quand il y avait les premiers essais de privatiser une petite production de la munition 155 mm, même la presse libérale a crucifié cette tentative en disant que l'État perd les contrôles sur les ressources stratégiques. Bon, au bout de 6 mois, on autorise aujourd'hui à ce qu'il y ait des projets privés. Donc, ça change, mais la participation d'État dans l'économie est trop forte et une relative faiblesse de notre classe administrative, ça freine quand même les développements du pays. Donc, malgré toute la puissance entrepreneuriale polonaise,
c'est comme les éléments qui effectivement risquent de nous coincer au milieu de quelque part en développement moyen. On est aujourd'hui 21e économie mondiale. L'idée, c'est d'aller au-delà, mais ça ne pourra se faire que si nous relâchons encore de l'énergie privée polonaise, d'où l'importance de notre Elon Musk polonais, de ses travaux à côté du gouvernement polonais. Mais je dirais quelque part la nomination d'un milliardaire pour déréguler l'économie, pour déréguler la législation, c'est aussi un signe. D'un côté, c'est un bon mouvement politique avant les élections. D'autre côté, c'est aussi un signe que l'État ne se sent pas à même de gérer ce type-là d'évolution ou de révolution par lui-même. Il est très clair que c'est le moment polonais aujourd'hui. Il est très clair que nous avons toute la logistique et les ressources pour que ce moment continue. Les dangers ne sont pas insurmontables, c'est des dangers quand même de l'ordre quelque part économique. Donc il y a l'économie, il y a l'énergie qui est le point principal. Il y a aussi la réforme d'État. Mais comme le pays reste libéral, le mot réforme ne fait pas sortir des milliers de gens ou des millions de gens dans la rue. À la limite, chez nous, il y a que le paysan, et Pierre le sait de son expérience, ceux qui sortent dans la rue, c'est les paysans et les mineurs de charbon. Donc le charbon, c'est quand même chose faite, ça disparaîtra d'ici une quinzaine d'années. Les paysans, quand même, ils perdent de la crédibilité parce que quand ils viennent protester à bord de leur Renault et John Deere d'1 million d'euros, ça fait moyen pour démontrer la pauvreté et la difficulté de leur vie. Donc, même côté appui social, ça évolue énormément. Donc, c'est une société qui se modernise rapidement. Et moi, je prie quelque part pour que ça ne se modernise pas trop rapidement, pour que nos jeunes ne disent quand même pas complètement qu'on va outsourcer la défense aux robots et qu'on va outsourcer la production industrielle aux robots. Parce qu'en ancien étudiant de la robotique, je sais que ça n'arrivera pas demain. Donc, on a quand même besoin d'engagement sociétal, social et économique de nos citoyens, au-delà de notre classe entrepreneuriale très dynamique. Voilà, merci. Monsieur le Président, c'était passionnant et votre maîtrise de la langue française est vraiment impressionnante. Donc, merci et bravo. Nous avons 20 minutes maintenant pour un échange avec celles et ceux qui sont connectés. Voilà. Merci beaucoup, effectivement, cher Daniel, et un tout grand merci à nos deux intervenants. Vous avez eu deux interventions complémentaires très riches et je retiens vraiment l'énergie qui se dégage en particulier de la dernière présentation sur le dynamisme économique. Il se trouve, Monsieur le Président, que je vous appelle depuis l'INSP qui a succédé à l'ENA, où je coordonne un séminaire de négociation. Donc, je vais leur faire la suggestion éventuellement d'envoyer quelques-uns de leurs élèves du côté de Varsovie. Euh, Important aussi d'avoir souligné l'extraordinaire solidarité dont la Pologne a fait preuve au moment de la crise migratoire provoquée par l'agression russe en Pologne, en accueillant par centaines de milliers des Ukrainiens. Et important aussi de souligner la lucidité de la Pologne sur la réalité de la menace russe, là où certains avaient choisi longtemps de ne pas vouloir voir en face la réalité de l'agression qui se préparait. On a effectivement 19 minutes pour des questions et je passe tout de suite la parole à Vincent Baraillé qui s'est manifesté pour poser une première question et ensuite Jean-Marc Fenet. Et puis si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, dans le clavardage là sur le côté, de manière à ce que je puisse assez rapidement les faire circuler. Vincent. Merci beaucoup tout d'abord pour toutes ces informations, ces précisions sur la situation de la Pologne actuelle, son rôle au niveau économique, au niveau politique. C'était vraiment très très intéressant. Moi, je voudrais un peu qu'on se projette avec les élections là, qui viennent du 18 mai et éventuellement du 1er juin. Finalement, quels sont les grands enjeux de cette élection? Et quels sont les sujets qui vraiment sont clivants entre le gouvernement de coalition de Donald Tusk et le camp d'en face qui pourrait finalement remporter à nouveau ces élections?
et en particulier parce qu'il y a évidemment l'opposition sur un certain nombre de valeurs démocratiques, on l'a vu lorsque c'était le PiS qui dirigeait la Pologne, qui gouvernait la Pologne, mais est-ce qu'au-delà de ça, il y a d'autres sujets? Sur la défense, manifestement, il n'y a pas tant d'opposition, donc quels sont les autres sujets qui peuvent être des sujets des marqueurs de chacun de ces deux camps? Je vous remercie. Je peux répondre ou Mathieu, tu veux répondre? Monsieur l'ambassadeur, allez-y. Oui, Et puis, très bien. Oui, oui, alors non, l'enjeu, il s'agit d'une élection présidentielle, hein, et pas d'une élection législative. Le président de la République en Pologne n'a pas de pouvoir exécutif véritable, mais il a un pouvoir considérable qui est un pouvoir de nuisance, si je puis dire, quand il n'est pas du même parti, un pouvoir de veto, un droit de veto sur la promulgation des lois. Bon, s'il refuse de promulguer les lois votées par le Sejm, la diète, donc, la composition, excusez-moi, la composition de la diète ne permet pas de renverser, de passer outre un veto, un refus de promulguer de la part du président, parce que c'est un vote à la majorité qualifiée que ne détient pas la coalition au pouvoir. Et donc, pouvoir de promulguer ou de ne pas promulguer, également pouvoir de nomination. Il se trouve qu'aujourd'hui, pardon, tous les ambassadeurs, enfin, que le gouvernement a décidé, enfin considère qu'il ne peut pas représenter sa politique à l'étranger, ont été rappelés en consultation, mais il ne peut pas nommer de nouveaux ambassadeurs. Ce gouvernement, il doit les nommer avec le statut de chargé d'affaires. Les autres, les ambassadeurs en titre, étant rappelés en consultation, enfin, chez eux. Donc, l'enjeu est considérable en termes d'efficacité gouvernementale, d'une part, mais aussi, je pense que sur le plan symbolique, avoir un, l'opposition gagner, disons, remporter cette élection à nouveau, ça aurait un impact considérable, même si le gouvernement est là pour jusqu'en 2027, donc encore pour 2 années et demie. euh, le, le symbole en serait très fort et ça, bon, à mes yeux, ça indiquerait quelque chose sur l'évolution de la société. Bon, aujourd'hui, qui plus est, je ne sais pas si non, je l'ai peut-être mentionné, si effectivement, il y a le candidat de cette formation encore plus radicale que le PiS, qui s'appelle la Confédération, qui est xénophobe, antisémite, euh, bon, libertaire, qui se distingue du PiS par précisément cette qualification, mais qui était très, 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 très radical. Ce candidat est passé, dans les sondages en tout cas, bon, il faut prendre ça avec des pincettes, mais avant le candidat du PiS, et ces mêmes sondages indiquent au deuxième tour, il ferait mieux que le candidat du PiS. Donc, enjeu vraiment, vraiment essentiel, et je pense, enfin, ce que je vois dans la stratégie de tous, c'est un certain profil bas, notamment sur le plan extérieur, pour maximiser toutes les chances du candidat. Donc, Raphaël Trzaskowski, qui est le maire de Varsovie, qui est quelqu'un de très, très remarquable, peut-être disons, avec un profil un peu cosmopolite, ce qui le met sur le banc, enfin, en tout cas, comme cible des accusations de l'opposition aujourd'hui. merci à vous. Monsieur Witouski. J'ajouterais juste rapidement, je pense que les enjeux sont quand même importants parce que avec ces vétos et ces signaux, le gouvernement n'y tiendra pas son terme. La majorité, il y a beaucoup de réformes, notamment du système d'État. Le système juridique n'a pas été modifié. Les procureurs de la République qui menaient les cas politiques sont toujours en fonction, les juges sont toujours en fonction. La Cour suprême n'a pas été réformée, la Cour constitutionnelle n'a pas été réformée, et tout cela attend la possibilité d'avoir des signatures présidentielles. Et M. Tusk n'a pas moyen de casser ses vétos. Il y a aussi des sujets sociétaux, donc notamment il y a l'avortement, aussi cher à la gauche. Et il faut dire que le gouvernement Tusk et Trzaskowski ils ont quand même fortement tourné vers qu'on peut appeler la gauche, parce qu'aujourd'hui c'est difficile à définir. Donc les promesses vers
vers le vote féminin ne pourront pas être tenus non plus. Donc, moi, si vous m'avez demandé ma probabilité, je dirais si nous perdons l'élection du mois de mai ou deuxième tour au mois de juin, le gouvernement Tusk, il éteindra plus qu'un an et on aura des élections anticipées avec un résultat, comme à chaque fois, compliqué à dire. Et si jamais nous avons ce candidat de Confédération, il faut encore ajouter qu'il est farouchement anti-européen. Donc, Ouais. l'étoile polonaise dont Pierre parle dans son livre deviendra une étoile filante assez rapidement. Merci à vous. Jean-Marc Fenet, qui connaît bien évidemment votre pays. Bonjour, merci beaucoup Aurélien. Bon, monsieur l'ambassadeur Maciej, moi je voudrais revenir rapidement sur la relation Pologne-Ukraine. On est sans doute quelques-uns en France à avoir été peut-être un petit peu surpris compte tenu de la posture très allante de la Pologne dans le soutien à l'Ukraine. Vous y avez fait allusion, sa position assez prudente ces derniers temps, et notamment un refus catégorique d'envisager le moindre envoi de soldats potentiels, même dans une posture post-cessez-le-feu. Est-ce qu'à votre avis, c'est vraiment des raisons conjoncturelles qu'on peut comprendre et la proximité de l'élection présidentielle et le profil bas par rapport à une extrême droite qui est quand même extrêmement toujours vivace? Est-ce qu'il y a des raisons plus profondes? Batchier, il faisait allusion quand même à un contentieux historique, les massacres de 1943, tout ça est évidemment toujours très très important, voire même l'idée de voir émerger un concurrent agricole extrêmement puissant à terme au sein de l'Union européenne. Je dirais les concurrents agricoles, c'est une histoire aussi vraie que celle des Mercosur. Donc, soyons très clairs, même les calculs de Bruxelles disent que l'arrivée d'Ukraine, avec tout son potentiel énorme, ça diminuerait les recettes des paysans polonais et français de 20%. Alors, quand on parle aujourd'hui de faire 3-4%, 5%, quasiment 5% des PIB en achat des chars et d'hélicoptères, on aura là-dedans facilement quelques centimes pour compenser les 20% de pertes pour le paysan. Donc, franchement, la vraie raison aujourd'hui, c'est la raison électorale. Vous avez les deux candidats qui, à la fin, peuvent faire union parce que les candidats des PiS, il est soi-disant deuxième, mais si jamais l'extrémiste au poste numéro 3 passe au deuxième tour, le PiS, il va le supporter et c'est un candidat qui est farouchement. D'ailleurs, son parti a été quand même accusé, je n'ai pas de preuves, mais des liens avec Kremlin. Donc, il joue sur la carte anti-ukrainienne. Donc, le gouvernement aujourd'hui, pour les raisons de sécurité, d'ailleurs, c'est toute la tactique de M. Tusk. Il a nommé son propre Elon Musk et il renvoie des migrants dans leur pays d'origine. C'est à peine qu'on n'a pas demandé à Danemark de nous saisir une île. Ils nous en ont une sur Baltique. Donc, on copie quand même quand même un peu cette approche trumpesque pour reprendre l'électorat tactiquement avant l'élection du 18 mai. Donc, c'est du tactique très clair avant l'élection présidentielle. Sauf si Monsieur l'ambassadeur veut compléter, mais on a sinon deux questions plutôt sur les enjeux de défense. D'une part, Daniel Szczepanski qui nous dit, je voulais savoir si selon vous, l'ultra-dépendance de la défense polonaise envers les sources hors UE, USA, Corée, on pense notamment à ces achats massifs de tanks K2 à la Corée, pourrait être un frein dans les négociations en cours visant une défense européenne. Et on a une autre question à côté. Voilà, comment la Pologne aujourd'hui voit cette défense européenne? Est-ce qu'il y a toujours ce même alignement sur les États-Unis ou lorsque le renversement transatlantique auquel on assiste tous actuellement fait évoluer la vision de la Pologne sur comment se défendre en fait? Oui, là, je peux répondre effectivement. Les armements américains, je ne pense pas que ce soit le cas des armements coréens, mais les armements américains livrés à tout pays étranger arrivent avec un élastique qui leur est attaché sur l'utilisation, sur l'entretien, sur le transfert éventuel à des pays tiers. Euh, aucune modification ne peut leur être apportée. Ils sont contraints. Et donc, il y a une barrière, enfin, en tout cas, une sorte de camisole, un cadenassage et juridique et technique qui fait que ces équipements, souvent très sophistiqués, et là, la Pologne est vraiment
un des pays qui a le plus, ces avions, enfin ces matériels auront été livrés le plus, sera pratiquement la plus grande proportion en Europe. Aucun de ces équipements ne peut être utilisé contre les intérêts américains. Et ça, c'est vraiment, et ce sont des équipements, certains ne sont même pas encore livrés, ils ont une durée de vie de 40 ou 50 ans. Euh, fa- Bâtir une Europe de la défense avec des matériels qui arrivent avec un élastique quant à leur utilisation, ça relève du tour de force. Et je pense que euh, les États-Unis se serviront et de l'OTAN et de ces circonstances, sans doute pour continuer à dominer, enfin ça c'est mon interprétation, à dominer l'Europe et à l'empêcher de se constituer en une Europe de la défense autonome, qui soit autonome par rapport à eux. Et, Et alors, pardon, oui, un frein à la défense européenne, effectivement, enfin, ça, c'en est un important, même si on parle aujourd'hui de la base industrielle et technologique de la défense strictement européenne. Certains équipements pourront être élaborés de façon enfin, entre Européens seulement et sans avoir ces contraintes, mais ça restera quand même marginal et aucune armée ne peut être complète, ne peut opérer complètement sans les matériels américains, sans et les Monsieur armements Witowski, américains. quelle est votre perspective sur cette même question, un éventuel rééquilibrage dans la défense polonaise entre le matériel américain et puis des choses qui seraient plus européennes? Alors, je dirais l'achat de matériel américain, mais encore plus coréen, ça a été quelque part, d'un côté, la méfiance envers l'Europe, parce que c'était le précédent gouvernement qui a signé tous ces contrats-là. Et clairement, ça n'a pas été un gouvernement. Il aurait beaucoup plus cru dans le kill switch germanique que dans le kill switch américain, pour utiliser le- l'élastique, l'équivalent de l'élastique. Et puis, il y avait quand même un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Pologne a acheté 1000 chars. Il n'y a personne en Europe qui peut vous livrer aujourd'hui 50 chars. Et donc, seuls les Coréens étaient capables de satisfaire cette volonté ou ces achats pharaoniques, parce qu'après aussi, la question, c'est on risque d'arriver dans la situation suédoise où leurs voisins parfois disent que malgré leurs équipements, avec tous leurs équipements mécaniques prêts sur place, les bateaux, les chars, les avions, ils sont prêts à défendre l'OTAN jusqu'au dernier soldat finlandais. Et donc, la Pologne, elle risque un peu d'avoir la même situation parce que avec la quantité d'équipements qu'on achète, je suis pas sûr qu'on a assez de soldats pour mettre dedans. Je ne veux pas donner trop d'informations aux espions russes qui pourraient éventuellement nous écouter, mais c'est quand même une réalité. Donc je pense que la Pologne, la vision aujourd'hui, c'est, je pense, oui pour l'industrie de défense européenne. Alors maintenant, comment sauver la face, sachant que notre industrie de défense d'État est tellement piètre qu'en cas d'éventuel consortium, on n'aura que de miettes. C'est déjà arrivé avec les appels d'offres des munitions 155 mm. C'est que la Pologne a eu des petits pourcents, 10 fois moins que les Hongrois, parce qu'effectivement, on n'a pas une capacité industrielle. Comme elle a été monopolisée par l'État, qui du coup avait fait aucun effort commercial. Donc je pense que là il faut aider la Pologne je dirais, dans la dimension politique pour que nous ayons un peu un crédit d'actionnariat dans cette future industrie européenne pour sauver la face par rapport à des achats rapides. Comme il est 19h26 et qu'il ne nous reste que 4 minutes, je vais user de mon privilège de modérateur, si je puis dire. Vous venez, Monsieur Witowski, de faire un petit message aux éventuels espions russes qui nous écoutent. Donc on les salue hein, s'ils sont en ligne quelque part branchés sur ce Zoom. Et ma question, c'est pour vous deux, dans la perspective des élections présidentielles, les Polonais sont-ils prêts à lutter contre les tentatives de manipulation électorale comme on les a vues en Moldavie par exemple ou en Roumanie? Est-ce que les gens sont prêts à lutter contre ça? Moi, je répondrais que franchement, on peut quand même pas complètement comparer la Moldavie avec la Pologne. Je dirais l'état de la société, la stabilité de la société, et puis même
même si j'ai critiqué mon État pour pas être assez développé, en même temps, il est déjà à tel point équipé, à tel point intégré avec quand même des aides européennes, c'est que j'ai du mal à imaginer qu'on pourrait avoir un inconnu qui, juste avec quelques manipulations sur TikTok, gagne l'élection présidentielle. Non, ça n'arrivera pas à Varsovie. Aujourd'hui, on sait très bien qu'au premier tour, on a M. Tchaskowski, sauf une gigantesque erreur de sa part. Donc, ça n'arrivera pas par un TikTok russe. Si ça arrive, c'est parce qu'il dira une énorme bêtise dans un de ses meetings électoraux. Et les deux autres, on sait à peu près, les deux, ils sont à peu près tête à tête. Et là, de nouveau, il y en a un qui est meilleur en TikTok, donc le troisième, celui du Confédératia. Le deuxième, il a derrière lui toute la mouvance religieuse de M. Kaczynski. Mais je pense que ça se joue quand même à la démocratique, comme ça se joue à la démocratique le 15 octobre, il y a un an et demi. Monsieur l'ambassadeur, vous confirmez qu'un scénario à la roumaine Non, avec bon, un ça me paraît. candidat. C'est-à-dire que ce que je pense, et que je sais, je pense que, enfin, je parle encore une fois sous le contrôle de Mathieu, mais l'aversion vis-à-vis de la Russie et la méfiance vis-à-vis de la Russie est telle que dans la société civile polonaise, que ce risque me paraît très, très faible. Et, prévenu, enfin, je crois même qu'il y a quand même une prévention inscrite, non, peut-être dans les gènes, mais enfin en tout cas dans l'opinion publique, contre et les manipulations de la Russie qui sont nombreuses, hein, mais qui sont faciles, enfin qui sont détectables. Et je ne vois pas une opinion publique qui est quand même, d'après le Pew Research, enfin la fondation Pew, les Polonais sont les champions de la détestation de la Russie. C'est 98%. Hein, je ne sais pas qui sont les 2% voilà, qui se distinguent, mais 98% des Polonais, de l'opinion polonaise, a une opinion négative de la Russie. Donc je ne vois pas je n'ai pas cette inquiétude-là. Merci beaucoup à tous les deux. Il est 19h29. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, monsieur le président. Vous nous avez beaucoup éclairé. Il y a dans le chat beaucoup de messages très positifs. Merci pour ces échanges de haut vol. Merci pour ces échanges, c'était passionnant. Je suis lycéenne passionnée par la géopolitique, c'était remarquablement clair et intéressant. Donc vraiment, tout le monde se joint à moi pour vous remercier. Je remercie beaucoup également l'ambassadeur Daniel Joanneau qui a aidé à monter ce séminaire, dont l'idée avait été discutée en équipe avec Vincent Pareillet, avec Jean-Marc Fenet, avec d'autres encore. On a été vraiment ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous le 2 juillet pour un prochain séminaire sur les minerais stratégiques et les terres rares, toujours dans cette perspective à la croisée de la géopolitique et de la vie économique. Voilà, on va rendre l'antenne. Un très grand merci encore d'avoir partagé autant de perspectives avec nous et dans un français vraiment si parfait, Monsieur Witouski. Parce que Monsieur Merci l'ambassadeur, vous, de ça va votre aussi. invitation. Et Merci de je votre rappelle invitation. l'ouvrage de l'ambassadeur, Le Moment polonais, disponible chez toutes vos librairies de quartier. N'allez pas acheter ça sur Amazon, évidemment. Au Merci, au revoir. revoir. Merci Merci. beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup, Pierre. Merci, Président. Merci. Merci. À bientôt.